Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 7e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire vidéo dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et pour décrypter cette actualité, comme chaque semaine, j'ai le plaisir d'être accompagné par notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a défrayé la chronique, c'est peut-être un petit peu fort, en tout cas qui a fait un peu parler, c'est le remplacement des postes de travail de la mairie de Munich qui étaient sous Linux et qui sont en train de basculer à nouveau, rebasculer si je puis dire, sur Office. Effectivement. Sur Windows, plus exactement. Oui, ça avait fait grand bruit, puisqu'il y a 10 ans, donc il y a 10 ans, il faut se souvenir, aujourd'hui on en parle beaucoup moins, mais il y a 10 ans, la lutte entre... Sur le poste de travail entre Linux et voilà, Windows c'était principalement au niveau du poste de travail d'ailleurs, mais plus généralement tout ce qui était open source, et faisait rage avec pas mal d'idéologies, et donc évidemment il y avait le rouleau compresseur de Microsoft d'un côté, et puis il y avait l'open source et quelques exemples. Donc il y a eu Munich qui en 2005 a pris la décision de basculer tous ses postes de travail, donc c'est quelques milliers de postes de travail sur Linux. D'ailleurs c'était Linux, ça s'appelait, c'est une espèce de contraction entre de Linux packagé, il y a eu le M pour Munich je suppose. Et donc bon, tout ça allait bon au malin je suppose, sans problème. Et puis bon, avec les évolutions technologiques, donc il y a eu une étude depuis quelques années, il y avait des vagues disons qu'il y avait déjà de gens qui n'étaient pas très contents de ce qui se passait. Windows, il y avait un peu de remous, c'est ça. Il y avait en plus, pour simplifier les choses, il y avait 15 000 postes sous Linux et 5 000 sous Windows. Donc déjà, et pourquoi sous Windows? Parce que évidemment, Microsoft a des intégrations plus simples avec du SAP par exemple. Bon, SAP on est en Allemagne, donc on comprend bien. Donc le fait qu'on ait les deux, ça facilitait pas les choses. Donc Accenture a fait une étude, donc commanditée par la ville de Munich, pour faire évoluer, passer à la nouvelle génération. Et donc, alors après, évidemment, il faut voir un peu le contenu de l'étude, que je n'ai pas lu, pour dire les choses, savoir qu'est-ce qu'il était finalement mieux de faire pour la prochaine version. Et donc, l'étude conclut que le passage sur Windows, généraliser Windows, serait vraisemblablement préférable. Alors, évidemment, on est dans une municipalité, donc c'est une décision qui est prise par les politiques. Les Verts sont assez influents, ils sont très orientés open source, on le sait, sachant que pour rajouter, le siège de Microsoft en Allemagne est passé de la banlieue de Munich au centre de ville de Munich. Donc tout ça fait que c'est une espèce d'imbroglio et on ne sait pas très bien finalement si les décisions sont prises pour des raisons techniques, pour des raisons politiques, pour des raisons de simplification du parc. Toujours est-il que je dirais que c'est une évolution. Alors, au niveau des grands projets, on en a déjà parlé, l'open source s'est révélé comme finalement une méthode de travail, de développement de logiciels extrêmement performante. Dans le big data, par exemple, dans OpenStack, enfin, on en a parlé beaucoup. Mais c'est sûr qu'au niveau du poste de travail, il y a encore de la résistance, mais le rouleau compresseur de Microsoft est passé par là. Et en France, il y a eu quelques sites tests aussi. On a beaucoup parlé à un moment de la gendarmerie nationale. Complètement, oui. D'ailleurs, pour le coup... Et là, c'était plus que... Plus que des tests. Oui. Donc, bon, il n'y a pas eu d'information à ce niveau-là, mais bon. Donc, c'est vraiment... je dirais qu'en soi, c'est un peu... pas anecdotique, mais c'est exemplaire d'un mouvement. Et comme il y a 10 ans, ça avait fait grand bruit, aujourd'hui, on en reparle parce que ça avait fait grand bruit. Mais si on n'avait pas parlé il y a 10 ans, je pense qu'aujourd'hui, ça passerait un peu comme une lettre à la poste, sachant que c'est un sujet qui est passé, je dirais, relativement au second plan, dont on parle, et on en parle beaucoup moins. Alors, autre sujet qui, pour le coup, n'a pas grand-chose à voir, mais qui est assez important et intéressant, c'est par rapport à la problématique de ces startups autour du Hadoop et de NoSQL, c'est-à-dire que les concurrents des bases de données traditionnelles, ou une étude récente d'un cabinet de recherche, le 451, je crois, oui. Souligne des problèmes de financement pour ces startups, et donc forcément, peut-être des questions sur l'innovation
en la matière. Absolument. Alors c'est un domaine, donc on est dans le domaine du big data, hein, donc on sait qu'on a déjà beaucoup parlé, Hadoop c'est quasiment synonyme de big data, mais il y a aussi toutes les bases de données NoSQL qui, comme vous l'avez fait remarquer, sont à la fois concurrentes et complémentaires des bases SQL traditionnelles. D'ailleurs on avait reçu Couchbase. Le patron de Couchbase il n'y a pas très longtemps. Et donc, bon, le cabinet, la 451 Research, a fait un peu le bilan des financements. Alors, financement à la fois par les capital risqueurs, donc qui mettent de l'argent dans les entreprises, et puis les rachats des petits ou des pas si petits que ça par des plus gros. Et donc, quand on fait la somme de tout ça, de 2011 à 2014, on a eu une évolution très très rapide. On est passé de... Alors évidemment, il va sans dire que tout ça, ça se passe aux États-Unis, parce que la plupart de ces entreprises sont des entreprises américaines et le financement est américain. Et quand je dis États-Unis, en fait, la plupart, c'est en Silicon Valley. Et donc, le montant global, l'enveloppe globale, est passé de 200 millions de dollars à 1 milliard de dollars en 2014. Donc, expansion extrêmement rapide. Et puis, 2015, on est chuté, on est retombé à un peu plus de 300 millions de dollars. 2016, on continue un peu plus de 200 millions de dollars. Et donc, on le sait bien, hein, pour les startups, finalement, il y a une fois qu'on s'est développé ou qu'on est encore en cours de développement, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment à faire appel au capital risqueur qui doit à un moment donné sortir et puis ramasser leur mise, si je puis dire, parce que c'est un peu pour ça qu'ils travaillent. Et donc, il n'y a pas 36 solutions. Soit on fait faillite, si je puis dire. Bon, ça, c'est la moins mauvaise solution. La moins bonne, je veux dire. On se fait racheter par une plus grosse ou on fait une introduction en bourse. Et ça, on en a déjà parlé aussi pas mal. Ces derniers temps, les introductions en bourse ont été relativement compliquées, relativement rares et n'ont pas donné les résultats escomptés. Et la meilleure preuve, c'est si on prend dans le domaine qui nous concerne, dont on parle, là, Hortonworks était introduite en bourse donc il y a quelques mois, quelques trimestres. Le cours de l'action au moment de l'introduction était à 26 $. Et aujourd'hui, il est à 9 $. Donc évidemment, ça laisse planer un certain doute et ça refroidit les esprits pour les entreprises de ce secteur qui veulent s'introduire. Donc en particulier, il y a les gros, il y a MongoDB, il y a Mapper, il y a Cloudera. Donc ces entreprises-là, elles arrivent un peu au bout de course en termes de tour de table. Hein. C'est les premiers tours, puis après il y a les A, B, C, D, E. Et puis bon, à un moment donné, on arrive au bout. Et voilà, il faut sortir. Donc c'est un problème pour ce secteur et donc il va falloir qu'on arrive à trouver une solution, sachant que on en parlera tout à l'heure avec notre invité de la semaine. Notre invité de la semaine. Effectivement, dans les projets Big Data, il y a un gros investissement et il y a pour l'instant un retour sur investissement qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend. Donc ça veut dire qu'il y a un point d'interrogation sur cette problématique. Très bien. Alors, autre sujet, on reste toujours dans l'innovation, bien sûr, hein, c'est les fameux pôles de compétitivité. Alors, je dis fameux, en tout cas en France, hein, qui s'inscrivent dans la même logique des clusters qu'on voit fleurir un peu partout dans le monde entier. Je dis fameux parce qu'ils ont beaucoup défrayé la chronique et il y a quand même une théorie disant que c'est de l'argent public dépensé, pas forcément à bon escient. Et France Stratégie vient de sortir une étude qui montre, j'allais dire, la pertinence du concept, en tout cas que les entreprises qui faisaient partie de ces pôles de compétitivité ont joué le jeu, en tout cas en termes de R&D. Absolument. Alors, donc c'est une étude qui vient, comme vous l'avez indiqué, qui vient d'être réalisée par France Stratégie. Donc vous vous souvenez de la formule de Robert Solow là, qui disait on voit les ordinateurs partout dans les statistiques. Et puis, cette formule, c'était à la fin des années 90. Bon, elle a été vraie pendant un certain temps, puis à un moment donné, effectivement, l'informatique a fait en sorte exploser la productivité, enfin en tout cas la démultiplier. C'est arrivé dans la production, ça s'est vu très tôt, et puis dans les services, ça s'est vu un peu plus tard, parce que c'était plus compliqué. Et là, je dirais que c'est un petit peu le même phénomène, c'est-à-dire que la question c'était de savoir, est-ce que ces pôles de compétitivité
compétitivité sont favorables à l'innovation, ou est-ce que finalement, comme vous le disiez, c'est de l'argent public qui est un peu dilapidé? Alors évidemment, les mauvaises langues vont dire oui, mais on a déjà fait des études sur ces pôles de compétitivité qui n'avaient pas été probantes. Il faut se rappeler que c'est vers les années 2005 que ça a été lancé, donc c'est 12 ans, et il faut laisser un peu de temps pour voir tout ça se mettre en place et donner des résultats. Donc les mauvaises langues diront que c'est une étude de plus, il a fallu faire une étude pour finalement montrer que, bon, ça on laissera ça aux mauvaises langues, mais donc les pôles de compétitivité de 2005, il y en a 71 aujourd'hui, les plus connus, puisqu'on est en Ile-de-France, il y a Systématique et puis Capdigital, qui concerne un peu notre secteur, donc ils sont très orientés sur l'IT et le numérique. Et donc l'idée, c'est que en termes de R&D, les résultats sont là. C'est-à-dire que 1 euro d'argent public a généré 3 euros de R&D avec des financements privés. Donc il y a eu vraiment un effet à la fin multiplicateur et puis d'incitation. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de la politique industrielle. On est en train de passer d'une logique de projet, donc c'est-à-dire qu'on met on met en place des choses, à une logique de produits, c'est-à-dire des produits ou des procédés. Et donc cette étude montre que donc au niveau de la R&D, ça a eu un effet évident. En revanche, les 9000 entreprises qui participent à ces pôles de compétitivité, donc il faut juste rappeler que ces pôles, finalement, réunissent à la fois des établissements universitaires, des laboratoires, des entreprises, petites et grandes. Et c'est ça l'intérêt, c'est que jusqu'à présent, l'argent public était peut-être un peu trop orienté vers les grosses entreprises qui savaient comment faire pour récupérer cet argent, alors qu'il y a beaucoup d'innovations dans les PME. Et donc, c'était essayer d'intégrer un peu tout ça dans ces fameux pôles. Donc les résultats sont probants au niveau de la R&D. Maintenant, en termes de résultats pour les entreprises, c'est-à-dire est-ce que les entreprises qui participent à ces pôles ont des résultats dans un chiffre d'affaires qui a été augmenté plus rapidement que les autres, qui ne sont pas dans l'emploi, etc. Pour l'instant, c'est encore à démontrer. Sachant qu'il faut rappeler le dernier point, c'est que cette étude de France Stratégie, en fait, contrairement aux études précédentes, elle portait aussi sur la période 2009-2012, donc c'est-à-dire qu'elle élargissait un peu le périmètre temporel. Et donc, bon, bah, c'est vrai que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut attendre un peu de temps pour que ça donne des résultats. Donc, bon, c'est quelque chose qui est positif, prenons-le comme tel. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y avait eu, on en a parlé à plusieurs reprises, finalement 70 pôles, est-ce que c'est pas trop, est-ce qu'il n'y a pas des pôles qui devraient se recomposer? Bon, ça c'est la réflexion continue, mais en tout cas c'est un résultat qui est plutôt positif, prenons-le avec satisfaction. En attendant, la prochaine licorne qui va sortir de ces fameux pôles de compétitivité. Alors ça c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, un événement qui se pointe entre guillemets à l'horizon, c'est un événement lié à Adobe, Document Cloud, sur une nouvelle offre liée à la suite, non pas graphique, mais de productivité d'Adobe, toujours dans le cloud. Alors, Adobe, en fait, c'est un éditeur qui est assez intéressant. Donc, effectivement, l'annonce va arriver la semaine prochaine. On ne sait pas trop de quoi il s'agit, mais bon, comme vous l'avez dit, c'est plutôt dans tout ce qui est productivité. Et on parle de signature numérique, qui n'est pas à confondre avec la numérisation d'une signature que vous faites et que vous intégrez sur le papier. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe, avec éventuellement des tiers certifications, des choses comme ça qui se mettent en place. Donc c'est un peu dans ce domaine-là que les annonces devraient être faites, et apparemment Adobe a fait un petit peu de buzz autour de cette annonce en disant que c'était une nouvelle vague d'innovation qui allait venir. Adobe, c'est intéressant parce que finalement c'est
c'est un éditeur que tout le monde connaît, mais qui est très utilisé dans certains secteurs comme tout ce qui est création graphique. Hein, sûr, le couple ou même triplet Photoshop, Illustrator, Flash est connu de tout le monde. D'ailleurs, Flash, on en a parlé parce que Apple était avait commencé à vouloir le tuer. Il y a InDesign également, et puis il y a le fameux Acrobat. Acrobat, finalement, tout le monde l'utilise sans même savoir de quoi on parle. C'est vrai qu'au départ, l'idée avait été assez géniale de distribuer le lecteur, d'en faire une espèce de standard par défaut de tous les formats de documents. C'était une idée absolument fantastique. Et puis, donc tout le monde connaît. C'est un éditeur qui, aujourd'hui, donc c'est créé en 82, donc ça fait 35 ans, et qui pèse plus de 3 milliards de dollars. Donc c'est quand même une assez belle réussite. Et juste pour la petite histoire, Adobe, en fait, vous savez d'où le mot Adobe vient? J'avoue que non. Et ben c'est en fait le fondateur, enfin l'éco-fondateur de Adobe, ils habitent Los Gatos, je crois. Il y a une petite rivière qui s'appelle Adobe Creek, et donc ils ont pris le nom Adobe pour nommer le nom de la société. Voilà. C'était notre séquence poésie, si je puis dire. Merci Guy. C'était pour la semaine passée et la semaine à venir. Et on conclut par un petit coup de gueule. C'est la valorisation de Snapchat que tous nos lecteurs n'utilisent pas forcément et ne connaissent pas forcément, qui s'introduit en bourse et qui vous pose question. Oui, c'est ça. Alors, pas coup de gueule, en fait, non, parce que je voudrais franchement, j'en ai pas grand-chose à faire, mais c'est un peu un étonnement le fait que donc Snapchat, tout le monde connaît, mais effectivement, les plus de 25 ans n'utilisent peut-être pas beaucoup, et parmi nos lecteurs, je ne suis pas persuadé, comme vous l'avez dit, qu'il y en ait beaucoup qui l'utilisent. Donc c'est vraiment une surprise, enfin quelque chose, un sujet d'étonnement de penser que finalement on va dire cette petite chose soit valorisée à 20 milliards de dollars. Rappelons, juste pour des ordres de grandeur, Facebook est valorisé aujourd'hui à 86 milliards de dollars. Bon, évidemment, ça fluctue tous les jours, comme on comprend bien, mais on est dans des mondes qui sont complètement qui dépassent un peu l'entendement, donc c'était un peu D'ailleurs, c'est ce qu'ils annoncent, on verra ce que ça va donner, ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, hein, Guy, parce que... Est-ce que vous utilisez Non, mais il faut juste rappeler que c'est quand même un produit, enfin en tout cas un service qui est sorti il y a quand même 5 ans à peu près, 6 ans, et qui est maintenant dans les mains de la quasi-totalité de la jeunesse du monde entier. Donc en termes de potentiel d'audience, c'est quand même assez énorme ce qu'ils ont fait en l'espace de si peu de temps. Donc, après, sur le montant de la valorisation, à ce niveau de montant, on ne sait plus de quoi on parle de toute façon. Je crois qu'on est tous un peu dépassés. Après, c'est quand même... J'ai eu des seules alternatives à Facebook en termes de valorisation, en termes de mécanique publicitaire potentielle qui existe sur le marché et qui a une vraie pénétration à la différence d'un Twitter qui a peut-être un peu plus encore. Je suis assez d'accord avec ça, mais c'est toujours pour moi un étonnement quand on compare ces valorisations à des entreprises qu'on connaît comme Renault, PSA. On se dit, mais bon, on est dans quel monde? C'est un sujet d'étonnement. Eh bien écoutez Guy, je propose qu'on conclue notre analyse de l'activité de la semaine sur cet échange. Je vous propose maintenant d'échanger avec notre invité de la semaine qui est Thierry Bedos, le directeur général de SaaS Institute France, entreprise bien connue dans le monde de l'analytics, mais je vous laisse échanger avec lui pour faire le point sur l'actualité de SaaS et du secteur en général. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Bedos, qui est directeur général de SaaS France. Thierry Bedos, bonjour. Bonjour. Bien, comme vous savez, avant de parler directement de SaaS, il y a une question qu'on pose à tous nos intervenants, qui est de savoir quelle est l'actualité de la semaine passée qui a retenu son attention. Alors, ça peut être la semaine passée ou une actualité qui va venir. Qu'est-ce qui, pour vous, ces derniers temps, a retenu plus particulièrement votre attention ? Alors c'est une actualité, c'est un événement qui va intervenir prochainement, qui se passe à Barcelone, que tout le monde connaît, c'est le Mobile Congress. Qu'on va suivre. Effectivement, événement auquel SaaS va participer. Et, donc j'ai lu effectivement récemment 2-3 articles autour de la 5G.
Donc la 5G, en fait, c'est le nouveau réseau, c'est le réseau du futur, c'est l'Internet du futur. On connaît la 3G, la 4G. Donc la 5G arrive a priori dans les années 2019-2020, donc c'est imminent. Et la 5G sera 1000 fois plus puissante que la 4G actuellement. Et la 5G va permettre de faire cohabiter, entre guillemets, le fixe et le mobile. Et l'apport de la 5G au niveau mondial, d'après la plupart des analystes, c'est 12 000 milliards de dollars de business dans les 20 prochaines années. Et l'apport de la 5G, c'est la création à peu près de 22 millions d'emplois, donc 400 000 en France. Donc c'est des chiffres colossaux. Mais les chiffres s'expliquent parce qu'en fait, pourquoi la 5G? Parce qu'aujourd'hui, on a une explosion du cloud, donc nécessité de transporter des données de manière beaucoup plus rapide et en plus grand nombre, explosion du big data, et explosion à venir, ça c'est exponentiel, de l'Internet des objets. Donc ça, c'est des chiffres qui m'ont quelque peu marqué, mais qui sont tout à fait, je dirais, légitimes et compréhensibles, parce que le marché va vers ça. On est de plus en plus connecté, on parle de l'entreprise connectée, hyper connectée, ultra connectée, le consommateur est hyper connecté, donc on a besoin de réseaux beaucoup plus puissants et beaucoup plus performants. Alors, on va parler de SaaS en détail, bien entendu, mais est-ce que pour vous, pour un éditeur comme vous, la stratégie mobile est vraiment au cœur de votre stratégie plus générale, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez greffé oui. En fait, le mobile, c'est une source d'information comme une autre, hein, puisqu'on analyse de la donnée. Donc, que la donnée vienne d'un smartphone, d'une tablette ou d'un capteur, c'est la source qui nous intéresse, c'est la donnée qui nous intéresse, quelle que soit la provenance. Et dans le développement de vos solutions, dont on va parler, le mobile est aussi un des moyens d'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a eu le PC, il y a eu les tablettes, et il y a le mobile. Je veux dire, il y a des applications qui sont spécifiquement... Vous pouvez utiliser ça sur des PC, sur des tablettes, sur des smartphones, sur différentes devices, ouais, bien sûr. Alors, SaaS, tout le monde connaît, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache vraiment ce que l'acronyme SaaS veut dire. Donc, on va le dire pour nos auditeurs, c'est Statistical Analysis System. Et donc, dans cet acronyme, il y a le mot qui est essentiel, qui est statistical. Donc, ça, c'est un éditeur créé dans les années 80, une stabilité assez extraordinaire parce que les fondateurs sont toujours aux commandes de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est 14 000 salariés, 3 milliards, un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une présentation un peu rapide de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui? Alors, bonjour et merci de me recevoir. Donc effectivement, nous sommes une société quelque peu atypique. Une des raisons, c'est que nous sommes une société qui n'est pas cotée en bourse. Donc notre siège est à Cary, c'est la côte est des États-Unis. Effectivement, 14 000 salariés, un peu plus de 3 milliards de chiffre d'affaires. Et nous travaillons la donnée depuis 40 ans. Donc le métier de ça, c'est quoi? C'est d'analyser, de valoriser la donnée depuis 40 ans. La donnée étant au cœur de la transformation numérique des entreprises. Donc voilà le métier de SaaS, c'est le savoir-faire de SaaS. Alors, au départ, enfin, quand on regarde cet acronyme SaaS, donc il y a le mot statistique qui est très important, et puis il y a analysis. Et donc de analysis, aujourd'hui, on parle beaucoup de analytics et de big data. Et donc la question qu'on est amené, je dirais assez naturellement à se poser, c'est est-ce que finalement pour vous, le big data, c'est un nouveau domaine, un nouveau secteur dans lequel vous allez évoluer? Est-ce que au contraire, c'est complémentaire à ce que vous faites? Ou est-ce que finalement, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, vous faisiez du big data avant même qu'on ne parle de big data, si on peut dire? Ben, je vais reprendre ce que vous disiez, venez de dire à la minute. Effectivement, nous faisions du big data avant que l'on ne parle du big data, puisque comme je le disais précédemment, on fait de la donnée, on analyse de la donnée depuis plus de 40 ans, quoi. Et donc nous sommes aujourd'hui sur des sujets big data qui concernent tout type d'entreprise et tout secteur d'entreprise. Sauf que depuis, quand vous avez démarré, les études statistiques, enfin les statistiques, les analyses statistiques que vous faisiez se penchaient principalement sur des données structurées, donc c'était plutôt du numérique. Et aujourd'hui, on est passé dans une ère où les données sont totalement, enfin je veux dire, c'est un peu de tout, c'est de la vidéo, c'est du texte, c'est un peu, rapidement, un peu n'importe quoi. Est-ce que finalement les méthodes que vous avez développées
peuvent être utilisés pour analyser ce type de données avec des volumétries qui n'ont plus rien à voir? Ou est-ce qu'il faut vous connecter à des nouveaux logiciels? Ou est-ce que vous faites évoluer vos propres logiciels pour passer à cette nouvelle problématique? Nous avons fait évoluer nos propres logiciels, nos propres plateformes. Effectivement, vous parliez des données structurées qui sont plutôt inhérentes et intrinsèques à l'entreprise. Et aujourd'hui, de plus en plus, dans le big data, on analyse ce qu'on appelle les données non structurées, qui sont notamment issues des smartphones, des tablettes, des réseaux sociaux. Et à ce sujet, on mène pas mal de projets. J'ai envie de vous donner un exemple que nous réalisons avec Lenovo, constructeur bien connu. En fait, pour Lenovo, depuis 2 ans, on mène un projet big data où on analyse effectivement ces fameuses données structurées et non structurées pour prendre en compte le ressenti, la perception des usagers, des consommateurs. Et la finalité, l'objectif pour Lenovo, effectivement, c'est d'améliorer la satisfaction des clients, mais d'améliorer également les produits et de faire en sorte que les produits répondent mieux aux aspirations des usagers. Donc voilà typiquement un exemple d'un projet Big Data au sein d'une grande entreprise avec une finalité business. Donc il y a pléthore de sujets qu'on pourrait décliner également. Donc pour vous, parce que dans votre portefeuille de produits, vous avez par exemple un produit qui fait une intégration avec Hadoop. Donc est-ce que ça donne l'idée que finalement il y a un monde nouveau qui est spécifique au big data avec lequel vous êtes en train de vous connecter, ou est-ce que vous allez aussi développer vos propres méthodes pour investir ce monde-là? On développe nos propres méthodes, mais effectivement, on intègre dans l'écosystème SaaS effectivement des acteurs qui sont reconnus par le marché, notamment Hadoop. Et ça nous permet effectivement de proposer à nos clients des plateformes qui nous permettent d'analyser des quantités considérables de données en temps réel, quoi. Un deuxième exemple que j'ai envie de vous donner, qui concerne le marché français, c'est un projet que nous menons avec la SNCF, Gare & Connexion, qui concerne les usagers et qui consiste à effectivement analyser ces fameuses données issues des smartphones, des capteurs que la SNCF est en train de déployer, pour inventer avec SNCF des nouveaux services et la gare du futur. Voilà typiquement un sujet Big Data et un projet Big Data que l'on mène avec un grand compte français, quoi. Vous avez publié une enquête récemment justement sur le Big Data qui laissait penser qu'il y avait beaucoup d'investissements mais que les résultats n'étaient peut-être pas tout à fait encore au rendez-vous. Est-ce que vous confirmez ça ou est-ce que finalement vous, avec votre approche qui est beaucoup plus ancienne que cette dernière génération du Big Data, est-ce qu'avec je dirais la connexion des deux, on arrive à avoir des projets qui eux ont des résultats un peu plus... C'est une bonne question, effectivement, parce que Big Data, c'est quelque peu générique. Il faut revenir un petit peu à la genèse, en fait. Quand vous menez un projet avec un client, quelle est la finalité du projet, quel est le bénéfice, quel est le service que vous allez rendre à votre client? Parce que le Big Data, vous pouvez le décliner sur la connaissance client, vous pouvez le décliner sur la gestion de la fraude, du blanchiment d'argent, etc. Donc on revient toujours à ce qu'on appelle le pain dans le jargon. Où ça fait mal, comment moi, ça, je peux vous aider à répondre à vos aspirations, à vous apporter du bénéfice. Donc c'est une approche basée sur la valeur et effectivement, on travaille avec nos clients sur des sujets qui vont leur permettre d'être plus performants, d'améliorer la satisfaction de leurs clients, la qualité de leurs produits, d'améliorer leur process interne, parce qu'effectivement la transformation numérique, le big data, c'est pas uniquement développer des nouveaux marchés, c'est aussi améliorer les process existants dans le domaine de la supply chain, du stock, de la production, de la chaîne de production, avec des objets connectés qui permettent effectivement de garantir la continuité de service. Donc il y a plein de déclinaisons du big data. Mais revenons effectivement aux besoins clients. Quel bénéfice je peux apporter à mon client? Et on travaille énormément là-dessus. Et d'ailleurs l'approche de SaaS, elle s'appuie énormément sur la valeur. On travaille beaucoup avec nos clients sur la valeur. Et à ce sujet d'ailleurs, en France, on a ouvert des nouveaux bureaux à La Défense, Tour Ariane, pas loin d'ici, avec à la fois le centre de formation et des salles showroom, où en fait on travaille au plus près de nos clients sur des cases bien identifiés qui vont leur permettre d'être plus compétitifs et plus performants. Et est-ce que vous allez jusqu'à vous engager sur les bénéfices que la mise en œuvre de vos produits, enfin vos solutions plutôt, vont apporter à vos clients? Alors sur l'engagement, c'est une bonne question. Nous sommes éditeurs, nous ne sommes pas intégrateurs. Sachez que ça se travaille avec un écosystème aussi d'intégrateurs. Notamment en France, on travaille beaucoup avec Capgemini, CGI, Soprasteria. Donc le métier de ces intégrateurs, c'est savoir prendre des engagements de résultats. Nous accompagnons nos intégrateurs auprès de nos clients. Donc vous fournissez des solutions. Exactement. En parallèle de ça, on a développé aussi une offre cloud, notamment une offre qui s'appelle Results as a Service, effectivement, qui a pour
ambition de prendre quelques engagements sur des indicateurs de service ou des indicateurs de résultats dans les entreprises. C'est une tendance qui se déploie de manière assez forte à l'heure actuelle. Est-ce que vous avez parlé de grands intégrateurs comme Capgemini et d'autres, est-ce que vous passez essentiellement par ce canal-là ou est-ce que vous avez pour certains grands clients, vous êtes en prise directe avec le client? Alors nous sommes en prise directe avec les clients puisque nous adressons principalement les moyens et les grands comptes. Par contre, dès que l'on identifie un projet important, structurant pour un client, on s'associe avec un partenaire. Alors ça peut être un grand partenaire, ça peut être un partenaire de taille moyenne, ça dépend en fait le scope du projet. Si c'est un projet national, multinational, ça dépend aussi le scope fonctionnel du projet, quoi. Vous donnez l'impression d'être, je dirais, un éditeur généraliste, enfin sur votre secteur, mais vous avez quand même parlé de use case dans certains domaines. Est-ce que c'est une voie d'évolution pour vous? C'est-à-dire, est-ce que donc il y a l'étude satisfaction client, il y a la fraude, la sécurité, ce genre de choses. Est-ce que vous allez vous orienter vers des solutions un peu plus spécifiques, spécialisées par différentes cas d'application? Alors effectivement, chez SAS, vous avez l'offre core business, en fait, c'est l'analytique. On est leader mondial sur l'analytique, ce qu'on appelle visual analytics, la business intelligence, et puis le data management, gouvernance de la donnée. Et depuis quelques années, on développe de plus en plus des solutions métiers. On va vers le métier, notamment une première solution autour de la fraude et du blanchiment. On est leader notamment en France, on a signé des grands projets l'année passée avec des grandes banques françaises sur ce sujet. On a redéveloppé une offre autour de la Customer Intelligence, connaissance client et consommateur. C'est typiquement le projet qu'on mène entre autres avec SNCF, Gare et Connexion. On a des solutions également autour du risque, le risque financier, dans le domaine bancaire. Et on développe également de plus en plus des solutions du type industrie 4.0 sur la maintenance prédictive, sur l'Internet des objets, sur on va dire le niveau de service dans les chaînes de production. Donc on va effectivement vers le métier. Donc c'est complémentaire à l'offre de base. Donc une infrastructure générique, des espèces de modules, si je puis dire, par métier, que vous développez vous-même. Est-ce que vos partenaires ou éventuellement des entreprises peuvent développer ces modules et éventuellement être ensuite réintégrés pour une diffusion plus générale? Est-ce que ça arrive? Alors que l'on développe nous-mêmes, oui, mais de plus en plus on est amené à collaborer avec l'écosystème. Je prends un exemple, notamment sur le marché français. On s'est rapproché il y a une année d'une société qui s'appelle Viveris, qui est spécialisée dans l'Internet des objets, de manière à pouvoir offrir à nos clients une approche end-to-end. Donc ça, typiquement, c'est nouveau chez SAS. C'est une façon de collaborer de manière beaucoup plus étroite avec l'écosystème. Quand vous approchez une entreprise, finalement, quel est votre interlocuteur? Est-ce que c'est un responsable métier qui a un problème particulier, qui se fait ensuite épauler par la DSI parce qu'il y a des problèmes techniques qu'il faut résoudre, ou est-ce que ça peut être directement la DSI, ou comment vous entrez là? C'est une excellente question. Et une question complémentaire, c'est est-ce que vos produits, finalement, ne peuvent être ou sont principalement utilisés que par des spécialistes, ou est-ce que finalement, je ne sais pas, moi, un directeur marketing peut utiliser directement vos produits sans passer par justement des spécialistes qui aient une connaissance de toutes ces techniques qui sont quand même pas si simples que ça? Donc, il y a deux questions, je vais répondre à la première. Effectivement, nos interlocuteurs dans les entreprises, c'est le métier, effectivement, mais c'est également la DNSI, parce qu'il faut aussi faire le run, hein, il faut mettre en place, on va dire, les solutions qu'on développe avec eux. Et de plus en plus aussi, il y a les gens du digital. Alors ça dépend comment les entreprises sont organisées. Parfois le digital chapeaute la DSI, parfois la DSI chapeaute le digital. Donc un projet Big Data, un projet de transformation numérique, de mon point de vue, ne peut réussir que si vous avez les trois interlocuteurs qui travaillent de concert. Le métier, la DSI et le digital, avec un sponsorship très fort de la direction, voire de la direction générale. Transformation numérique, c'est transverse. Donc c'est un projet entreprise, ce n'est pas uniquement technologique. C'est technologique, c'est process et c'est gestion du changement. Et donc c'est les clés du succès d'un projet. Donc ça, pour nous, c'est important dans les critères de qualification. C'est pour ça que de plus en plus, on s'appuie sur des grands intégrateurs qui peuvent nous accompagner et accompagner les clients dans la gestion du changement. Et ces situations où finalement les trois pôles travaillent de concert, est-ce que ça arrive le plus souvent ou est-ce qu'on en est encore au tout début? On n'en est pas encore là, mais il y a une tendance forte, il y a une prise de conscience forte
sur le sujet. Et donc on voit, nous, on le voit dans les projets que l'on mène, le métier collaborer de manière beaucoup plus étroite avec la DSI et le digital. Et sur la deuxième question, est-ce que c'est un outil qu'un généraliste peut utiliser ou est-ce que finalement c'est juste à mettre dans les mains de spécialistes? Comment vous vous situez? Alors l'image de SaaS, effectivement, moi j'ai rejoint SaaS il y a un peu moins de 2 ans, notamment en France, mais l'image de SaaS c'était une solution assez élitiste et destinée à des très grands comptes. Ça c'était il y a quelques années. C'est vrai que l'analytique est en train de se démocratiser. Hein. L'analytique aujourd'hui touche toute taille d'entreprise, les grands comptes, mais les moyens et les petits comptes. Et effectivement, aujourd'hui, on a développé des solutions, notamment Visual Analytics, qui sont des solutions qui permettent d'être, on va dire, utilisées par le plus grand nombre, quoi. Il y a une vraie démocratisation de l'analytique et de l'utilisation de SaaS au sein des entreprises. Et est-ce que cette utilisation-là nécessite malgré tout le soutien de gens qui comprennent un peu finalement ce qu'il y a dans le moteur, ou est-ce que on peut... Ça dépend des sujets qu'on adresse. Ça dépend des sujets qu'on adresse. Ok, très bien. Écoutez, Thierry Bedos, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, merci à vous, merci à Thierry Bedos, merci à vous, Guy, pour cette synthèse et cette analyse. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo.